Chacun de nous a probablement ses propres idées et interprétations de ce à quoi le monde pouvait ressembler à l'aube de l'humanité. Certains pourraient ressembler à cela. Des paysages de spectaculaires, principalement dépourvus de structures humaines, de grandes bêtes qui parcourent les terres sauvages, des groupes nomades des premiers humains s'installant à travers le globe. C'était en fait la réalité. C'était un spectacle à admirer, où que vous soyez dans le monde. Alors que les Homo sapiens commençaient à se répandre à travers le monde vers la fin de l'époque du Pléistocène, la Terre était sous l'emprise de l'âge de glace. Une époque synonyme de température glaciale, d'animaux mégaphoniques et de ce que le grand public considère généralement comme des hommes des cavernes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire un tour du monde express durant les premières années de l'humanité. Plus précisément, les années où Homo sapiens a commencé à se répandre sur les continents. Nous allons nous concentrer sur une période située approximativement entre 20 000 et 60 000 ans en arrière, lorsque les membres de notre propre espèce avaient commencé à arriver dans chaque recoin des continents du monde. Nous allons examiner un aperçu général de l'apparence de chaque continent, tout en rencontrant certains des habitants étranges et souvent mortels qui avaient évolué avant nous. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous vous emmenons faire un tour à travers le monde au début de l'humanité. Alors que nous commençons notre voyage à travers les vastes étendues ouvertes et les forêts d'Eurasie, il est impossible d'ignorer la steppe à mammouth, une immense étendue de toundra herbeuse s'étendant de l'Espagne à l'ouest jusqu'aux confins de la Russie à l'est. C'était le plus grand biome continu que la planète Terre ait jamais connu, éclipsant le désert du Sahara, les champs de glace de l'Antarctique et la forêt amazonienne. C'était un habitat froid et sec, largement dépourvu de relief. Des herbes poussaient sur toute la steppe et Busito, du temps pocot et robuste, sauvetage et abondante, parfaite et consciente à brouter pour les nombreux herbivores mais quétois mégaphoniques des conscients de la région. Mais nous les rencontrerons plus tard. Les arbres étaient rares, à l'exception de quelques forêts clairsemées d'épicéas et de bouleaux vers le nord, et d'immenses collines et montagnes dominaient l'horizon. Homo sapiens coexistait sur la steppe à mammouth avec le célèbre Homo neanderthalensis, les Néandertaliens, et Homo denisova, les Denisoviens, dont nous savons relativement peu de choses. Les Néandertaliens, en particulier, prospéraient sur la steppe à mammouth grâce à leurs os robustes et à leur résistance efficace au climat froid. Mais nos ancêtres Homo sapiens ont également réussi à prospérer ici, se développant en grand nombre grâce aux troupeaux de leurs animaux proies. De nombreux groupes d'humains primitifs se seraient installés dans des grottes ou dans des structures rudimentaires construites à partir de rondins et de peaux d'animaux, s'enveloppant dans les fourrures chaudes obtenues lors de leurs chasses fructueuses. À de nombreuses reprises, ces espèces humaines se sont rencontrées et se sont même reproduites entre elles, créant des hybrides néandertal-homo sapiens, ce qui a conduit à la persistance de l'acide désoxyribonucléique néandertalien dans le génome des Homo sapiens jusqu'à aujourd'hui. Des bijoux appartenant à des humains ainsi que leurs outils ont été retrouvés, pratiquement intacts, dans les montagnes de l'Oural, tandis que de nombreux squelettes et restes humains ont été découverts profondément enfouis dans le givre et la glace. Nos ancêtres étaient manifestement des individus très résistants s'ils étaient incapables d'affronter les températures glaciales de ces régions montagneuses couvertes de toundra.
Alors qu'une grande partie de la steppe à mammouth était dominée par d'immenses troupeaux de bisons, de chevaux et de caribous, elle abritait également certaines des mégafaunes éteintes les plus spectaculaires de la planète. La région doit son nom au grand nombre de restes de mammouths laineux qui ont été découverts dans le pergélisol. Ces parents poilus des éléphants modernes n'ont pas vraiment besoin d'être présentés et, depuis leur extinction, ils sont entrés dans l'histoire comme l'une des espèces les plus emblématiques du passé de notre monde, un symbole d'une époque révolue. Aux côtés des troupeaux de mammouths, on pouvait avoir la chance d'apercevoir un rhinocéros laineux, tandis que de petits groupes de mégalocéros ou élans d'Irlande se battaient et paradaient selon les saisons. Les lions des cavernes européens, de grands félins musclés apparentés aux grands félins actuels, chassaient de façon opportuniste le long des lisières des forêts et depuis les grottes de la steppe, représentant une menace constante pour les humains. De plus, des meutes de loups et l'hyène des cavernes aujourd'hui disparues patrouillaient dans les steppes et nous savons qu'elles entraient en conflit direct avec nos ancêtres. Peut-être que le carnivore le plus spectaculaire de la steppe était l'ours des cavernes, Ursus belaeus, qui, bien qu'étant en grande partie végétarien, aurait été farouchement territorial envers les groupes d'humains errants cherchant un abri. L'Eurasie abritait également autrefois diverses espèces et sous-espèces éteintes de créatures modernes. À une époque, des hippopotames étaient même présents dans la région. Priscus antiquus était présent à travers l'Europe et l'Asie, y compris les îles britanniques, à l'époque où les premiers humains migraient hors de leur terre ancestrale africaine. Ursus maritimus tyrannus, une sous-espèce d'ours polaire géant, existait dans le nord glacé. Tous les bœufs musqués et aurochs, Bison priscus et Bos primigenius respectivement, étaient deux espèces de grands bovidés éteints qui parcouraient sans les terres sauvages de l'Eurasie et étaient chassés par les pionniers Homo sapiens. En plus du rhinocéros laineux, mentionné précédemment, deux autres espèces parcouraient les terres sauvages de l'Eurasie à la fin du Pléistocène, le Stéphanorhinus amidicus, communément appelé le rhinocéros à nez étroit, et le Stéphanorhinus kirchbergensis, connu sous le nom de rhinocéros des forêts. En raison du réchauffement climatique qui a touché l'Eurasie à la fin de l'époque du Pléistocène, la steppe à mammouth n'existe plus aujourd'hui. Cependant, elle n'est peut-être pas définitivement perdue. Dans l'extrême nord-est de la Russie, juste en dessous de la ville de Tchersky, dans la république de Sakha, se trouve une réserve naturelle située sur la rivière Kolyma. Connue sous le nom de parc du Pléistocène, cette région, qui s'étend sur 8 miles carrés, a été désignée comme une zone pour tenter de faire revivre la steppe à mammouth. De grands herbivores, à savoir le bœuf musqué, le renne, l'élan et le bison, ont été relâchés aux côtés de carnivores tels que l'ours brun, le loup, le glouton et le renard, pour commencer à imiter le biome perdu. Avec la dé-extinction qui devient une possibilité à l'horizon, peut-être qu'un jour nous pourrions voir des mammouths et des ours des cavernes parcourir à nouveau la Sibérie. Pendant le Pléistocène en Asie, les terres au sud de l'immense steppe à mammouth auraient été riches en vie. Les régions qui composent aujourd'hui la Chine, la Thaïlande, le Vietnam, l'Indonésie, l'Inde et les zones environnantes étaient foisonnantes de vie, remplies de forêts tropicales, de bois ouverts, de prairies et de marécages, ainsi que des régions montagneuses des puissants Himalayas.
Cependant, ce sont les forêts qui constituaient les régions les plus attrayantes pour l'installation humaine. Cependant, ils ne les ont pas atteints en premier. Vous avez peut-être vu notre précédente vidéo sur cette espèce, mais la créature la plus emblématique connue en Asie à la fin du Pléistocène était de loin Gigantopithèque. Ce singe gigantesque, le plus grand de tous les temps, était un parent des orang-outans actuels et pesait entre 200 et 300 kg au total. Malgré l'attention qu'il reçoit dans le monde scientifique, nous ne connaissons en réalité Gigantopithèque qu'à partir d'une mâchoire et de ses dents. Il est peu probable que ce singe herbivore ait représenté une grande menace pour nos ancêtres, tant qu'ils gardèrent de leur distance. Comme certains singes modernes, il est possible que le Gigantopithèque ait été farouchement territorial et qu'il n'aurait pas apprécié que des humains s'approchent de ses petits ou de ses nids. Aux côtés du géant des forêts vivait une multitude d'autres créatures que nos premiers ancêtres auraient ainsi pu rencontrer. L'ancêtre du panda, un Luripoda baconi, le proboscidien stégodon et le félin à dents de sabre Méganthérion. Aux côtés de ceux-ci aurait vécu une myriade de créatures que l'on peut encore trouver aujourd'hui dans les forêts d'Asie du Sud-Est, singes, rhinocéros, oiseaux tropicaux et tigres. Ailleurs, des créatures mégaphoniques tout aussi spectaculaires ont persisté. Bien qu'ils soient plus couramment associés à l'Asie occidentale et à l'Europe de l'Est, le rhinocéros géant Elasmotherium est connu grâce à de rares poches dans l'Est de la Chine. Autrefois surnommé la licorne de Sibérie, il a été révélé ces dernières années qu'au lieu de posséder une énorme corne conique faite de kératine, cette bête avait en réalité une ossification plate et bombée sur le nez, qui aurait pu servir d'outil pour amplifier ses appels vers d'autres membres de la même espèce. Il est de notoriété publique que l'humanité a trouvé ses origines dans la vallée du Rift en Afrique, lorsque les premiers hominidés ont commencé à marcher debout, un mode de vie mieux adapté à courir dans les savanes qu'à grimper dans les arbres. Cependant, une grande partie de l'Afrique à la fin du Pléistocène ressemblait beaucoup à la géographie générale du continent, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Le colossal désert du Sahara s'enroulait autour du continent au nord, tandis que les forêts et les forêts tropicales dominaient le sud. Les savanes herbeuses peu boisées étaient une caractéristique clé des régions subsahariennes, tout comme aujourd'hui, avec de nombreuses créatures mégaphoniques modernes telles que les girafes, les rhinocéros, les hippopotames et les éléphants qui commençaient à s'établir à travers le territoire. Les premiers Homo sapiens sont apparus en Afrique de l'Est il y a environ 200 000 ans. Mais les scientifiques sont en débat constant quant à savoir si cela est entièrement exact. Une théorie alternative explore comment les caractéristiques évolutives de l'Homo sapiens sont apparues dans des populations d'hominidés ancestraux à travers le continent, convergeant pour finalement produire une population de véritables Homo sapiens entre 300 000 et 200 000 ans dans la région de la Corne de l'Afrique, qui comprend aujourd'hui des pays comme le Kenya, la Somalie et l'Éthiopie. Les humains qui peuplaient ces premières forêts africaines et savanes herbeuses se trouvaient face à une vaste étendue de terres à conquérir, riche en grandes hardes d'antilopes, de bovins et de grands mammifères tels que les rhinocéros, les hippopotames et les éléphants. Des bêtes plus inhabituelles parcouraient également ces plaines,
et des humains peu méfiants pouvaient rapidement se retrouver nez à nez avec des félins à dents de sabre ou à dents de cimeterre. Homotherium et Dinofelus étaient dits des prédateurs efficaces qui auraient causé des problèmes constants aux humains tout au long de leur évolution et de leur migration. Sur les plaines, surtout la nuit, ils représentaient une menace constante. Des avertissements qui étaient probablement transmis de génération en génération à voix basse et avec crainte à la fin de chaque journée. Aux côtés de ces créatures vivaient remplis des hordes de chevaux et de porcs aujourd'hui disparus, ainsi que des proboscidiens comme Archidiscodon, un parent étrange de l'éléphant que l'on trouvait partout sur le continent. Bien qu'il pesait plus du double de n'importe quel éléphant vivant, cette créature était un habitant des forêts, utilisant ses défenses recourbées pour l'aider à chercher de la nourriture végétale. De nombreuses espèces disparues récemment parcouraient aussi ces prairies. Le bubal bleu Hippotragus leucophaeus était une espèce d'antilope qui vivait dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud jusqu'à une époque très récente, 1800 pour être précis. Lorsque nos premiers ancêtres se sont installés dans la région, ils ont dû rencontrer d'immenses troupeaux de ces grands ongulés à cornes. Et ils les ont probablement chassés. En plus de cela, Synceris anticus aurait été un spectacle impressionnant à travers tout le continent. Également connu sous le nom de buffle géant africain, la caractéristique la plus frappante de ce bovidé était ses cornes. Étant donné que l'animal mesurait environ 3 mètres de long, la distance entre la pointe d'une corne à l'autre pouvait atteindre jusqu'à 2,5 mètres. Impressionnant à la fois pour l'apparence et comme arme. Il est intéressant d'imaginer comment les confrontations entre les individus les plus sincères et les plus anciens et les groupes de chasseurs des premiers humains auraient donc pu se dérouler. Aujourd'hui, l'Afrique est l'un des derniers bastions de la mégafaune. Les éléphants, rhinocéros, hippopotames et buffles d'aujourd'hui, ainsi que les lions, entrent tous dans cette catégorie. Si nous n'y prenons garde, ces créatures pourraient pouvaient aussi disparaître comme les animaux avec qui elles vivaient autrefois. Il y a entre 60 et 75 000 ans, les premiers humains ont réussi à atteindre l'Australie, de loin la plus grande masse terrestre du continent océanien. Ils y sont parvenus en traversant les îles qui composent aujourd'hui l'Indonésie et la Malaisie en Asie du Sud-Est, peut-être en sautant d'île en île, ou même en utilisant des radeaux ou des embarcations rudimentaires pour atteindre cette terre nouvelle et étrange. Il est également possible que des connexions terrestres aient été créées par la baisse du niveau de la mer, permettant aux humains de simplement traverser à pied jusqu'en Australie avant qu'elle ne soit à nouveau submergée par la montée des eaux. Les premiers humains qui se sont installés en Australie auraient en découvert un paysage unique au monde. Isolés du reste du monde, les grands mammifères océaniens étaient presque entièrement composés de marsupiaux étranges, des créatures à poches très différentes de tout ce qui avait évolué en Asie du Sud-Est. Avant de rencontrer certains d'eux, prenons un instant pour observer le paysage de l'Australie du Pléistocène tardif. Brûlante par endroits, l'Australie du Pléistocène tardif était recouverte de broussailles et de zones semi-désertiques, avec les sables rouges éclatants de l'Outback qui s'étendaient à travers les régions centrales de l'île. Des forêts tropicales et des bois tempérés bordaient pour la côte est, et de rares bandes de forêts auraient été présentes à travers le paysage relativement aride jusqu'à l'extrême nord et au sud lointain.
Des océans luxuriants couvraient chaque centimètre du périmètre, regorgeant de certains des foyers de biodiversité les plus riches de l'histoire naturelle. La faune, en particulier la mégafaune, à laquelle les premiers humains ont été confrontés en posant le pied en Australie il y a environ 65 000 ans, aurait été stupéfiante, et la voir de ses propres yeux est sûrement le rêve de tout naturaliste. En dehors de la steppe à mammouth, c'est l'une des biotes les plus remarquables et mémorables de tout le Cénozoïque. Et comme nous l'avons mentionné plus tôt, l'île était bel et bien sous la domination des marsupiaux. Le plus célèbre des marsupiaux habitant l'Australie du Pléistocène était Procopteron golia, aussi appelé kangourou géant à face courte. Mesurant 2 mètres de haut, c'était le plus grand kangourou ayant jamais existé. Et en raison de sa taille et de son poids, il aurait été lent et très massif. Au lieu de sauter comme un kangourou moderne, en utilisant les 2 pieds en même temps, il marchait en réalité un pied devant l'autre, un peu comme les humains avec qui il avait commencé à partager le continent. Un autre célèbre méga-marsupial était le Diprotodon, un parent du wombat moderne qui mesurait 4 mètres de long. Il parcourait les forêts subtropicales où de nombreux premiers humains chassaient, et il est représenté sur de nombreux exemples d'art rupestre datant de l'arrivée des humains en Australie. Bien qu'il n'ait aucun lien de parenté, le mégafaune Diprotodon aurait eu un impact écologique similaire sur l'environnement à celui des grands ongulés des plaines africaines aujourd'hui. Parmi les autres créatures herbivores du Pléistocène supérieur australien figure Ampalor chestis, un marsupial à trompe étrange occupant la même niche écologique que le tapir, et Phascolarctos dostyrtoni, une grande espèce de koala aujourd'hui disparue. L'un des carnivores cénozoïques les plus notoires a également élu domicile dans les forêts arides du Pléistocène australien, Thylacoleo carnifex, surnommé autrement le lion marsupial. Pesant à peu près le même poids que les lionnes africaines actuelles, ce parent féroce des marsupiaux actuels possédait la morsure la plus puissante de toutes les espèces de mammifères connues. Il aurait été un adversaire redoutable pour tout groupe nomade d'humains traversant son territoire, et il a potentiellement été responsable de nombreuses morts humaines à l'époque. Étant donné que l'un de ses mets favoris était le gigantesque Diprotodon, il va sans dire que ses prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire auraient pu abattre sans difficulté les premiers colons humains. Comme c'est le cas dans l'Australie moderne, il n'y avait pas que les mammifères qui étaient donc capables de causer la mort et des blessures à la fin de l'époque du Pléistocène. Vous avez peut-être entendu parler de Varanus priscus sous son nom commun Megalania. L'un des principaux prédateurs qui peuplaient fortement l'Australie au Pléistocène jusqu'à il y a environ 40 000 ans, ce gigantesque varan mesurait environ 2 à 3 fois la taille d'un dragon de Komodo moderne, un proche parent vivant. C'est le plus grand lézard terrestre ayant jamais existé, capable d'abattre aussi bien des humains que des marsupiaux mégaphoniques avec facilité. C'était peut-être la créature la plus redoutée des forêts claires et des semi-déserts de l'époque. À ses côtés errait Quincana, un crocodile terrestre aux longues pattes et se déplaçant rapidement, qui s'est éteint à peu près à la même époque que Megalania. Ce reptile était capable d'atteindre de grandes vitesses et ses puissantes mâchoires attrapaient tant leur proie sauf avec une relative facilité. Moins inoffensif était le Myolania, lourdement blindé. Une immense tortue de 2,5 mètres, dotée de cornes de taureau et d'une queue épaisse écailleuse.
Cette créature était originaire de toute l'Océanie, de l'Australie aux îles tropicales du Vanuatu et des Fidji, ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. L'oiseau le plus remarquable de la faune était Genyornis, qui, mesurant plus de 2 mètres de haut, était de façon surprenante un lointain parent des canards et des oiseaux de gibier. Bien sûr, à côté de tous ces marsupiaux monstrueux et de ces reptiles géants, on trouvait la plupart des créatures dangereuses connues en Australie aujourd'hui. Les kangourous, cassoirs, serpents venimeux, monarques et arthropodes vivaient aussi en Australie pendant le Pléistocène. Le moment où les humains ont découvert la Nouvelle-Zélande fut tout aussi marquant. Bien que cela ne se soit produit qu'autour de l'an 1200 après Jésus-Christ, ces îles étaient, à l'exception des chauves-souris, entièrement peuplées d'oiseaux. De la vaste collection de passereaux aujourd'hui disparus aux étranges kiwis incapables de voler, en passant par les gigantesques moas et les aigles de Haast qui les chassaient, tous représentaient des visions inédites à l'époque et ont persisté sur ces îles bien avant l'arrivée des humains. Il y a environ 13 000 ans, des membres de l'espèce Homo sapiens ont trouvé pour la première fois leur chemin vers l'Amérique du Nord. Ils ont accompli cela en traversant un pont terrestre aujourd'hui disparu qui reliait les confins orientaux de la Sibérie aux confins occidentaux de l'Alaska. Cette région du monde est aujourd'hui connue sous le nom de détroit de Bering, et tout comme la route vers l'Océanie, elle a servi de porte d'entrée à nos ancêtres pour découvrir un tout nouveau monde merveilleux de folie du Pléistocène. Les premiers humains à passer de l'Asie à l'Amérique du Nord étaient connus sous le nom de peuple Clovis, et des preuves de leur présence dans l'Amérique du Nord ancienne ont été découvertes dans les ossements d'herbivores mégaphoniques de la région. Traces de mastication, qui n'auraient pu être faites que par des couteaux et des armes humaines, étaient présentes sur certains des grands os d'herbivores découverts en 1908, ainsi que sur certaines pointes de lance et têtes de flèche. La première chose que les humains traversant de la Sibérie vers l'Alaska auraient expérimenté, c'est le paysage rude. Des glaciers déchiquetés, des nappes de glace gelées et des passages montagneux traîtres auraient constitué un terrain difficile, même pour les peuples les plus endurcis. Mais nos ancêtres les ont surmontés, se frayant un chemin vers le sud jusqu'aux plaines et forêts de ce qui est aujourd'hui le Canada et les États-Unis. Une fois que ces premiers humains se furent installés dans les Amériques, finissant par atteindre l'Amérique du Sud via le Mexique et l'Amérique centrale, ils se retrouvèrent piégés lorsque le pont terrestre disparut et que les Amériques devinrent isolées de ce que les colons européens appelleraient plus tard l'Ancien Monde. Une grande partie des Amériques ressemblait déjà à ce que nous connaissons aujourd'hui. Le nord gelé offrait un refuge aux grands animaux, et à mesure que les températures se réchauffaient vers le sud, le paysage se couvrait de taïgas, de plaines, de prairies, de forêts et même de marécages, jusqu'à la côte est, dans ce qui est aujourd'hui la Floride et les Carolines. Les îles tropicales des Caraïbes étaient dispersées entre deux grandes masses océaniques terrestres et des conditions de forêt tropicale régnaient du Mexique vers le sud, couvrant une grande partie de ce qui est aujourd'hui le Brésil dans la forêt amazonienne. Plus au sud encore, d'immenses étendues de pampas faiblement boisées s'étendaient, idéales pour abriter certaines des créatures les plus étranges que le monde ait jamais connues. Dominant à l'ouest, les Andes s'élevaient fièrement au cœur de la Patagonie. C'était un havre de paix où les peuples des Amériques prospéraient.
Les Amériques sont également célèbres pour abriter certaines des faunes les plus spectaculaires de tout le Cénozoïque, et des créatures étranges pouvaient être trouvées aussi bien au nord qu'au sud. Les deux continents ont commencé à échanger leur faune lorsque le pont terrestre d'Amérique centrale s'est ouvert il y a environ 3 millions d'années, et toute la région s'est alors remplie d'une série de créatures étranges aujourd'hui disparues. La réponse de l'Amérique du Nord aux mammouths d'Eurasie était les mastodontes, des parents étranges des éléphants couverts de poils, possédant des crânes droits et inclinés ainsi que des défenses incroyablement longues. Nos ancêtres sont entrés en concurrence directe avec ces proboscidiens, ce qui aurait offert un festin abondant si le groupe de chasse avait réussi à en abattre un. Entre leurs pattes tonitruants couraient tas des chevaux, des parents sauvages de ceux que les colons européens apporteraient un jour avec eux en Amérique. Les chameaux étaient également présents ici, mais pas sous leur forme moderne. Le Kamlops, qui mesurait plus de 2 mètres de haut, habitait les prairies sèches, où son long cou lui permettait de surveiller l'arrivée d'un danger. Les animaux les plus spectaculaires des Amériques étaient les xénarthrimes, de gigantesques parents des paresseux, des fourmiliers et des tatous actuels. Les paresseux terrestres géants comme Megatherium et Eremotherium parcoururent les plaines, tandis que les parents colossaux des tatous, les glyptodontes, erraient tels des forteresses biologiques impénétrables, avec leur épaisse carapace. En Amérique du Sud, des groupes endémiques comme les lidoptères, de grands herbivores ressemblant à des chameaux, et les notongulés, qui rappellent les hippopotames et les rhinocéros, étaient le courant. Le stock de carnivores des Amériques était composé de loups terribles et d'ours à face courte, tous deux tout à fait capables d'abattre 1 ou 2 humains primitifs imprudents. L'une des créatures les plus emblématiques de toute la préhistoire et de l'histoire, le smilodon, aurait également croisé des groupes de premiers humains. Ce grand félin robuste et rapide est surtout connu pour ses longues dents en forme de sabre, utilisées pour trancher l'appareil respiratoire des grands herbivores. Une créature avec laquelle il ne fallait pas plaisanter. Voilà donc un bref aperçu de ce à quoi ressemblait la planète Terre au premier temps de l'aube de l'humanité. Nos ancêtres ont rencontré des créatures vraiment spectaculaires, depuis la mégafaune emblématique de la steppe mammouth eurasienne jusqu'aux reptiles mortels des semi-déserts australiens. Pour de multiples raisons, dont certaines attribuables à nos ancêtres, ces créatures et parfois même leur biome ne sont plus parmi nous. Cependant, qui sait ce que l'avenir réserve à ces animaux ? L'extinction est-elle vraiment définitive ? Est-ce possible qu'à un moment donné dans un avenir proche, nous puissions voir des mammouths laineux clonés errer en groupes familiaux à travers le parc du Pléistocène en Sibérie ? Seul le temps nous le dira.